Parce que moi, c'est mon sujet, je vais parler de mon sujet d'étude d'une manière un peu plus étendue que sur ce sur quoi j'ai travaillé. J'ai donc travaillé, moi, sur les mythologies d'une manière générale, et plus principalement des mythologies qui relèvent des religions de type animiste, et qui prennent leur source donc dans la nature, dans une émotion, etc. Et donc sur le caractère récurrent des motifs et des figures mythologiques. Voilà ce sur quoi j'ai travaillé. Alors, il est clair que ça laisse de côté, effectivement, toute la partie grecque, quoique, pour ce que tu m'en as dit, de toute façon, au départ, ça puise la mythologie grecque existe, elle aussi, sur cette partie animiste. Oui, il y a vraiment, en fait, enfin, en tout cas pour la tradition homérique, on est vraiment à une période où finalement, lorsqu'on lit Homère, on a l'impression que c'est une époque figée, comme si quelqu'un l'avait écrit à une époque. En réalité, c'est toute une tradition qu'il y a derrière, c'est toute une influence qu'il y a derrière. On le voit dans l'Iliade, par exemple, lorsque les dieux agissent, ils agissent par exemple par des éléments naturels. On a beaucoup, vraiment, on a l'impression de convergence entre plusieurs mondes, entre l'Asie et l'Occident, puisque la Grèce, hein, finalement, vous regardez sur une carte, hein, où il y avait à l'époque beaucoup d'échanges, l'ouverture de la mer Noire, etc., des commerces, on est vraiment dans une sorte vraiment de soupe incroyable. J'utilise le mot soupe, c'est pas péjoratif, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se mélangent. Et effectivement, l'animisme, semble-t-il, différentes traditions chez Homère s'établissent, bien sûr. Donc en fait, moi, le sujet qui m'a intéressé, c'est de voir à quel point les humains avaient besoin de faire exister certaines histoires, certains types d'histoires et certains personnages. Au début, j'ai suivi la thèse qui a été mise en avant à l'occasion de la découverte de la grotte Chauvet, qui est de parler de chamanisme déjà à cette époque-là, et de lire la grotte Chauvet, en fait, la progression dans la grotte Chauvet, comme un parcours chamanique, et non pas simplement un endroit où une grotte ornée, en se contentant simplement du fait de dire c'est une grotte ornée. Il y a des gens qui travaillent sur ce sujet-là, justement sur les premières religions, et en partant du postulat que, comme tout être humain, quand il sort, il lève le nez au ciel, il voit les étoiles, il voit la lune, il voit le soleil, et de tout ça, il va tirer de ce qu'il ne connaît pas. Comme tout réflexe humain, il va tirer des conclusions qui vont être de l'ordre du surnaturel, et donc de créer des personnages, de créer des dieux, de créer même des faits, comme des batailles, etc., directement de ce qu'il voit, et donc en allant très très loin dans les débuts de l'humanité. Donc ces chercheurs-là, ils vont suffisamment loin, puisqu'ils le mettent en corrélation avec également les débuts de l'humanité, voire des humains, voire des proto-humains. Le soleil brille, il me fait mal, donc c'est un personnage. Cette lecture du ciel par les premiers humains, elle peut s'appliquer aussi à la lecture, non pas comme on en parle tout le temps, des mouvements planétaires, de la Lune, des éclipses de Lune, de l'équinoxe et du solstice, où on dit généralement que leur religion, tu me dis avec des mots, j'arrive pas à te voir, là, en fait, t'es dans le... Hein? C'est l'heure? L'heure de quoi?
Ok, là je parle de mon sujet en fait. Voilà, c'est pour ça que Gull est avec moi, parce que après on descend pour parler de formatage avec Vici, sauf qu'on a 1 heure de retard. Ok. Je laisse la technique. Tu fatigues aussi, voilà. Donc en fait, c'est de lire, non pas toujours en fonction à cette époque de l'année, le soleil entre dans la grotte, donc c'est le moment où cette grotte est sacrée. Mais plus loin, c'est de dire tout le ciel, toutes les constellations, parce que les constellations qu'on connaît maintenant, ça n'a pas empêché que les premiers humains, eux aussi, imaginent leurs propres moyens mémotechniques sous forme de constellations, et aussi une part dans leur vie de tous les jours sous forme de croyances ou sous forme de religion. Dans la grotte Chauvet, ce qui est mis en avant, donc, voilà, un parti pris qui m'intéresse moi, c'est de dire l'humain, il rentre petit à petit, c'est-à-dire de mettre en place le fait que seuls les initiés vont pouvoir rentrer, puis rentrer un peu plus loin, puis rentrer un peu plus loin. C'est-à-dire que dès le début de la grotte, il y a l'humilité, puis celui qui a acquis plus, etc. Donc, notamment, il y a 2 faits marquants. Il y a le fait de dire, il ne dessine pas n'importe quoi, n'importe où, mais que quand il y a un animal, les chevaux ont l'air de bouger, les lions ont l'air de vouloir bondir en fonction de la lumière, et que ça n'a pas été peint parce que c'était là et manque de bol, il y a une crevasse au milieu, mais bien que les animaux sortent des crevasses au moment où on les éclaire. Il y a cette notion-là. D'autre part, dans une des plus belles salles, il y a un crâne d'ours posé sur une stèle, et qu'il est difficile d'imaginer que ce crâne d'ours était en quelque sorte là par hasard, en étant uniquement matérialiste. Il est difficile de ne pas imaginer qu'il s'agit là soit d'un dieu, soit d'une prise majeure, soit un haut fait d'armes du chaman, d'un combat contre un animal mythique, mais il est difficile d'imaginer cet animal n'est pas sacralisé. Donc, partant de là, on peut avancer plus loin et voir comment les autres civilisations vont aller poser des figures qui se trouvent quand on fait des additions, quand on compare, qui se trouvent être toujours les mêmes. Alors pourquoi les mythologies, à quoi ça sert? Donc il y a 2 types de mythologie. Il y a les mythes dits mythes fondateurs, qui sont les mythes de création du monde, qui sont la base de la religion. Il y a les mythes qui s'apparentent aux légendes, c'est-à-dire que la frontière entre mythe et légende est assez mince, et en plus selon comment c'est traduit, comment c'est interprété. Et ces mythes ont 2 fonctions. La première, c'est la religion. La religion qui sert à unir les humains sous la crainte ou la direction d'un dieu. Le deuxième, c'est un instrument de pouvoir, voire un instrument d'éducation. Par exemple, avant de citer cet exemple, je vais peut-être parler plutôt de peuplement, c'est-à-dire que là on parle de groupes d'humains qui vont petit à petit s'agrandir à la famille, puis à la tribu, et à un moment, la tribu devient trop grande, il faut trouver d'autres moyens de cohésion du groupe que le simple lien familial, de près ou de loin. Et donc, ces histoires viennent là en ciment
et produisent des motifs, justement, qui sont essentiels à la vie d'un groupe. Donc, typiquement, quand il y a deux groupes qui veulent communiquer, donc là on n'est même pas encore au village, mais quand deux groupes veulent communiquer, notamment pour dire, eh bien, je sais pas, parlons typiquement des orages et des effets de la foudre sur deux villages, eh bien, en ayant un référentiel commun qui va être transmis par quelqu'un qui a l'autorité, donc en général c'est une autorité qui est donnée, une autorité religieuse, donc surnaturelle, va véhiculer le fait que le feu ça brûle. Mais ça ne suffit pas de dire ça, pas toujours, ça va être l'idée, ça va être de mettre un personnage qui lui va donner le feu pour le bien ou pour le mal, que ça soit utile pour une société ou que ça ne soit pas, enfin une société naissante, mais que ça soit utile ou non pour le groupe. C'est-à-dire que, par exemple, le dieu, s'il n'est pas content, il tape, il met le feu. Par contre, le feu est utile pour cuire ses aliments, est utile pour tout un tas de choses. Donc voilà, déjà, il y a un besoin à l'humanité là-dessus. Après, celui qui a... différencier pouvoir de religion est bien difficile. Et je ne suis pas sûre que, à part dans nos sociétés qui prennent leurs racines dans la civilisation grecque, il y ait tellement de distinction entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Il n'empêche que quand un humain est la représentation divine d'un dieu, évidemment, il a beaucoup plus de portée. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce que je vous dis, eh bien, mon Dieu, avec qui je suis très pote, et d'ailleurs c'est mon père, mon fils, va mettre le feu à votre village. Donc c'est cette fonction de cohérence, de cohésion entre villages qui va se faire et qui petit à petit va émettre tout un répertoire d'histoires, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales, qui va permettre à la fois d'avoir un référentiel commun et de raconter une histoire en marche. Ce qui est intéressant à voir, donc, c'est que les motifs, donc quand je parle de motifs, je parle de scénario, les motifs sont tellement précis qu'ils peuvent être mis en équation. Ce travail-là a été fait à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, où là il y a des gens qui ont travaillé, je dirais de manière comme des chercheurs, qui sont les frères Grimm, qui ont commencé à répertorier ce qui s'appelait à cette époque-là un folklore. Et partout en Europe, en fait, ils se sont mis à collecter des histoires. Et de là, eh bien, il y a, c'est toute l'ethnologie européenne qui va se rendre compte de ça. Donc, parmi les gens qui ont travaillé suite au travail des frères Grimm, il y a un Russe qui s'appelait Vladimir Prop. Et Vladimir Prop a pris et a transformé les histoires, les scénarios des histoires qui étaient tout le temps repris, en équations. Le livre de Vladimir Prop qui s'appelle La morphologie des contes est assez rude parce qu'on ouvre un bouquin mathématique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a, je ne sais pas si vous connaissez tous, j'espère, les livres dont vous êtes le héros. On est quasiment dans du jeu de rôle. C'est-à-dire que le père a 3 enfants. Le père, il a toujours 3 enfants. Et le premier fils va faire telle chose, le deuxième fils va faire telle chose, en général en collusion avec le premier fils, le troisième fils qui est toujours pris pour un con, et celui qu'on veut expulser de la couvée, c'est celui qui va réussir. Ce motif-là, qui est un des motifs principaux des contes, ce motif des 3 frères, se retrouve partout. Et effectivement, on comprend à quel point ce motif-là peut être un outil de pouvoir
un outil d'éducation et en même temps, au-delà de ça, un outil religieux. Dans l'ensemble des civilisations, donc là où j'ai été un petit peu me balader, c'est évidemment toutes les sociétés européennes, aussi bien celtiques que finnoises. Évidemment, ce sont des peuples qui ont communiqué, donc même s'il y a des différences absolument fondamentales, effectivement, c'est extrêmement frappant. Mais on retrouve la même chose en Afrique, on retrouve la même chose en Afrique du Nord. On le retrouve un petit peu de façon un petit peu différente, puisque là il y a une notion de mouvement chez les aborigènes. Et on le retrouve aussi en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, bref. L'universalité de tout ça est absolument frappante. La seule, je ne vais pas dire civilisation, parce que du coup, quand commence une civilisation et quand est-ce qu'elle finit, le cas à part, c'est celui des religions monothéistes. Les religions monothéistes, en fait, sont nées en même temps, la religion monothéiste est née en même temps que le bassin, ce qu'on appelle le berceau de l'humanité, c'est-à-dire la vallée de l'Indus, qui donc se situe au Moyen-Orient. Et donc ce qui amène à la religion monothéiste, c'est une religion qui commence à émerger déjà en Mésopotamie, où par exemple le mythe de la Vierge Marie existe tel qu'il existe maintenant dans la Bible. Sauf que là on parle d'une période de l'histoire qui est très 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 longue, et donc après dire voilà, on ne peut pas dire c'est un panthéon comme le panthéon grec. C'est tellement diffus dans le temps qu'on sait qu'en fait tout ce faisceau s'est rassemblé et a fini par donner un document principal duquel sont sortis donc les trois religions monothéistes qui mettent seulement un dieu en avant. Alors que toutes les religions qui sont de type animiste, c'est-à-dire, animiste veut dire en fait que potentiellement tout peut être transformé en mythologie, c'est-à-dire aussi bien une plante qu'un élément, qu'une émotion. Et donc tout peut être investi comme ça et jusqu'à en être parfaitement trouble, et qu'un groupe ne connaisse pas les dieux de l'autre, ou les figures mythologiques. Donc ils vont poser en fait le panthéon des dieux en fonction d'un mythe fondateur qui généralement fait apparaître là des créatures, notamment le dragon. Le dragon, que ça soit sous sa forme de serpent ou sa forme de dragon, tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire en clair un truc long avec ou sans pattes et une grande bouche qui fait peur et qui, elle, va consumer. Donc par exemple, je pense évidemment au dragon qu'on connaît, mais je pense aussi au serpent arc-en-ciel des aborigènes, qui lui a son positif et son négatif dans le ciel. Et le serpent arc-en-ciel, donc, c'est lui qui est au fond de la mer et qui entoure l'Australie. Donc pourquoi le serpent? Pourquoi le dragon partout dans le monde? Il est évident qu'effectivement, partout, le serpent est un animal qui peut être mortel. Donc effectivement, on peut imaginer que ça, à un moment, ça titille, à un moment ou un autre. Mais pourquoi le serpent, alors qu'il y a ils sont confrontés à d'autres animaux? Maintenant, on n'en a plus parce qu'on a tout exterminé. Mais ils sont confrontés à des animaux qui sont bien plus dangereux et qui vont éventuellement les bouffer pendant leur sommeil en période de famine. Là, on pourra aussi reparler de la figure du loup.
Mais le serpent, les psychanalystes, évidemment, le transposent directement dans l'esprit phallique, donc la peur de l'homme. Et voilà. Donc, pourquoi ça? L'explication, c'est pas tellement ça sur lequel j'ai travaillé, mais c'est juste sur cette fascination sur le fait que pourquoi est-ce que l'homme reproduit toujours les mêmes choses. J'avais sous-titré « Comprendre son nain », à ce que j'expliquais ce soir, parce que le nain est également une figure qui se retrouve partout, par contre avec plusieurs explications, mais toujours le même comportement, c'est-à-dire que le nain est toujours celui qui est proche des racines, voire extrait des racines, voire extrait de la glaise. Le nain, il est donc toujours petit, non mais parce que aussi il pourrait y avoir des nains grands, hein, la notion réelle, c'est quelque chose de très une notion très floue qu'on ne respecte pas forcément. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, où dans la poésie homérique, il n'y a pas forcément de description sur le corps, mais plus sur la stature. Là, on est dans le même ordre d'idées, mais le nain, il est toujours petit. Et ce n'est pas forcément une référence au nanisme, donc à la maladie, mais c'est plutôt le corps petit et de ce qu'il va pouvoir amener en positif ou en négatif. C'est-à-dire celui qui parle avec la terre parce qu'il en est issu. Celui qui connaît les mystères parce qu'il en est issu. Donc le nain est positif ou négatif. Ça peut être une figure très sombre. Il est aussi généralement décrit comme cupide ou acerbe. En ça, moi je me suis basée sur les travaux d'un monsieur qui s'appelle Claude Lecouteux. Et lui fait partir, dans notre civilisation occidentale, fait partir le nain à partir d'Oberon, qui est donc romain. Il y a un autre nain qui est très connu dans la mythologie romaine, qui s'appelle, et je crois qu'il est extrait il vient peut-être du Proche-Orient, c'est le dieu Bès. Le dieu Bès, c'était le dieu des prostituées. Donc son cynisme et son nanisme, il avait une bite énorme, c'est-à-dire que les représentations, le mec il ne peut pas tenir debout, c'est pas possible, il tombe, quoi. Et donc son nanisme faisait de lui le protecteur des prostituées. Et là, si vous voyez le lien direct avec Game of Thrones, on est exactement là-dedans. Si George Martin l'a repris dans Game of Thrones, c'est parce que, et ça marche, il n'y a pas que l'acteur, il y a aussi le personnage qui fonctionne dans sa fonction de nain, dans ce qu'il a de fragile et en même temps de redoutable. Le nain peut être un ami, comme il peut être un ennemi. La difficulté de la terre, la difficulté de la racine, voire la difficulté de la glaise dont il est issu, l'amène à la fois à une sagesse et à un cynisme qui font que généralement le nain a aussi une figure de vieux. Pas toujours, mais généralement on lui donne cette figure de le nain grimaçant, et encore une fois c'est pas forcément lié au nanisme. Donc le nain est à d'autres extensions, qui là où on va partir sur le côté petit. Donc là je peux citer les Farfadets et les Korrigans en Bretagne, qui eux ne sont pas des nains du tout. Là il y a des travaux les travaux de Françoise Morvan sont vraiment très intéressants par rapport à ça. Et eux sont tellement petits qu'ils sont, c'est presque, je rangerais presque dans la catégorie Luciole,
Mais par contre, si on les embêtés, ils sont extrêmement négatifs, comme les nains. Ils ont ce trait de caractère-là. Dans les peuples d'Europe du Nord, le nain, lui, par contre, est un personnage positif qui va être capable d'apporter une réponse au comportement à tenir avec les rigueurs du froid et de l'hiver. Et encore une fois, c'est sa proximité à la terre qui va lui donner ça. De même, son pendant, et là, du coup, je vais revenir à un autre auteur que j'affectionne plus particulièrement, c'est Tolkien. Donc la parenthèse sur Tolkien, Tolkien était un philologue. Donc, contrairement à ce que souvent beaucoup les gens pensent, ce qui intéressait Tolkien, c'était le langage. C'était pas et donc les mythologies en termes en termes de langage, en termes de pouvoir, en termes de façon dont ça a bougé. Mais pas, il n'écrivait pas des histoires pour des histoires. Ça, c'est son imagination. Son boulot, c'était philologue. Lui, il a dit, son envie à lui, il était très patriote. Et donc, il n'avait pas de mythologie anglaise. Et lui, il a voulu créer une vraie mythologie anglaise par opposition il n'y avait pas de mythologie grande-bretonne, par opposition à au terreau très riche de l'Irlande, de l'Écosse ou du Pays de Galles. Et donc, lui, il a dit, je vais créer une histoire qui va être sensée. Donc, lui, il va s'appuyer sur, évidemment, sur la partie celtique, mais j'aurais tendance à dire comme une éponge dans laquelle, de toute façon, ses racines, mais c'est surtout, il a été prendre ses racines d'une part dans les mythologies allemandes, c'est des Nibelungen, et d'autre part dans un poème épique finnois qui s'appelle les Védas. Est-ce que c'est et donc qui raconte la création du monde. De ce poème, plus un Beowulf, de ce poème, il va extraire toute la mythologie du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire ce qu'on lit dans le Silmarillion. Il va parler d'un chant que chante la déesse originelle. Donc, dans les Védas, c'est Iluvatar. Après, je ne prononce pas bien, évidemment. Et lui, il va donc prendre, à partir de ce chant, il va prendre les figures mythologiques qu'il connaît d'Europe, et il va créer les classes de personnages qui, désormais, font notre monde aussi bien en jeu que... Enfin, il n'y a rien qui ne fasse pas référence à la hiérarchie ou au panthéon qu'a créé Tolkien. Le but de Tolkien étant que ça résonne, que ça colle parfaitement comme une mythologie qui est censée. Donc il a pris, évidemment, il y a des nains, il y a des elfes. Alors qui sont les elfes ? Eh bien, ce sont des elfes qui sont directement liés à l'esprit des arbres, non pas l'esprit des arbres en tant que racine, mais l'esprit des arbres en tant que feuillage, en tant que vie, et donc en tant que plutôt, d'une certaine manière, cette évanescence existe, même si Tolkien l'a exacerbée, cette évanescence existe dans les mythologies européennes. Ça va être un petit peu plus difficile de retranscrire un elfe en Afrique noire ou en Afrique du Nord en plein Sahara, mais on retrouve, la partie évanescente se retrouve à un moment ou un autre. Elle évoque à la fois la fragilité de l'être humain et sa capacité à s'adapter aux situations, notamment en allant vite ou en volant. Voilà. Ensuite, j'ai déjà parlé du dragon, des nains, des elfes. Comme on voit, le travail de Tolkien colle parfaitement à ce qu'on peut voir ailleurs des autres mythologies.
Là où Tolkien va différer des autres mythologies, et là on va revenir plus à la réalité, c'est que les autres civilisations vont aller regarder le ciel et pour leur grande majorité, à l'exception des sociétés sylvestres, c'est-à-dire où le ciel on ne le voit jamais tellement les arbres sont les arbres sont grands et le danger s'il vient du haut c'est plus par un animal qui va guetter sa proie, vont tous prendre appui sur le ciel et créer une cosmogonie qui va elle poser soit des univers en couches, soit un panthéon donc du type grec où il y a des dieux, il y a une hiérarchie et ça transpose directement ce qui se passe chez les humains. Donc cette hiérarchie religieuse, quand elle est en pyramidale comme ça, avec juste une couche, va directement transposer l'attitude du pouvoir dans le ciel. Pour tout ce qui va être en couche, là, ça va plus symboliser les guerres et les luttes de pouvoir entre un lieu et un autre. Et c'est là où on va retrouver la partie motif, c'est-à-dire que le scénario va toujours être le même pour susciter soit mettre en exergue la figure du héros, soit susciter de la colère, soit susciter de l'empathie dans ce qui est transmis. Voilà, donc comprendre son âme, c'est comprendre en fait que à partir du moment où ça résonne chez soi, c'est ressentir qu'à partir du moment où ça résonne chez soi, ça résonne aussi sur l'ensemble de l'humanité et de tout temps. Donc là, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Il y a des gens qui font ça dont le boulot est de chercher une cohérence à tout ça, n'empêche que le fait est que. Donc, en parlant de sciences humaines, c'est là-dessus que c'est appuyé, non pas sur l'universalité, mais c'est là-dessus que c'est appuyé Freud pour créer des motifs psychanalytiques, notamment au travers de certains contes de fées. Donc les contes de fées, typiquement, on peut prendre les contes de fées dont s'est servi Disney, parce qu'il n'est pas con Disney non plus, lui aussi il a compris qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose. Et notamment, par exemple, la figure de Cendrillon ou la figure de Blanche-Neige. Alors, à ce propos, ce que je vais pouvoir vous raconter, c'est la véritable histoire de Blanche-Neige, qui est donc une légende qui vient d'Europe. C'est une légende moldave, si je me rappelle bien. Donc l'histoire de Blanche-Neige, ça commence avec effectivement la fille d'un premier lit qui est rejetée, donc qui est bannie. Elle est bannie et il y a la partie poison, donc, et elle est jetée dans la rivière. Blanche-Neige, après, elle vogue et puis elle reprend conscience sur une rive. Et là, il y a autour d'elle une bande de voleurs, donc ce ne sont pas des nains. Il y a autour d'elle une bande de voleurs qui sont en train de décider dans quel ordre ils vont la violer. Je vous laisse méditer sur l'équilibre psychologique de Disney. Bon. Ils vont décider dans quel ordre ils vont la violer. Et Blanche-Neige, elle dit « Non, ça ne marche pas comme ça. Vous volez pour moi. Et si vous voulez bien, vous pouvez me baiser. » Et donc, ils ont des tours de garde après. Ils ont le droit. Chacun leur tour, il y a un calendrier et Blanche-Neige fait un planning. C'est beaucoup moins glamour. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire fonctionne tout le temps et c'est pas que pour Disney, parce que le mythe de Blanche-Neige, donc que va reprendre, ces mythes importants, ou ces légendes dont va parler Freud. Notamment, donc je vais revenir plutôt sur Cendrillon, après la parenthèse Blanche-Neige.
Freud va prendre la fille qui est maltraitée, va reprendre la symbolique de la pantoufle de verre, etc., pour effectivement, transposer ça sur l'humanité en elle-même et le fonctionnement de son cerveau. Donc pour l'instant, on n'a qu'un croisement entre le travail de plusieurs, ceux qui les utilisent comme les philologues, et donc avec cette Epiquine qui est le travail de Tolkien, et ceux qui cherchent à comprendre, comme Freud, qui le perçoivent. Il y en a d'autres qui ont particulièrement bien travaillé. Il y a Claude Lévi-Strauss qui lui a travaillé plutôt sur la partie animal mythique. Et ces transformations, c'est comme si un animal mythique, il pouvait faire le tour du monde, il allait avoir les mêmes caractéristiques, mais plus de la même forme, mais il va avoir à peu près la même stature corporelle. Et il fait le tour du monde comme ça, cet animal. Donc Claude Lévi-Strauss a travaillé là-dessus. Il y a aussi Georges de Mézil qui lui va travailler sur l'esprit, sur la partie Trinité, c'est-à-dire il travaille sur les religions, il a travaillé sur les religions, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui symbolise aussi éventuellement la guerre, la justice et la politique. Ce qui est assez marrant sur cette partie 3, Trinité, c'est que le 3 se retrouve partout comme l'équilibre, et qu'on devine d'ailleurs, parce que s'il y a deux humains qui sont en désaccord, ça va finir en baston. S'il y a 3 humains, peut-être qu'il y a moyen de discuter, d'obtenir de fait un équilibre par la discussion, par l'avancée des choses. Et souvent, donc du coup, le nombre 3, que beaucoup de gens vont s'amuser à y voir des trucs magiques, le nombre 3, c'est juste la différence entre négocier et se foutre sur la gueule. C'est tout simple, c'est totalement humain, et c'est tout le temps comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que de là émerge quelque chose qui n'est pas spécialement mis en mots au travers d'un secteur de recherche, parce que tout le monde s'en sert, tout le monde tourne autour, et limite à quoi ça sert, à part que c'est un bel outil une belle boîte à outils dans laquelle on peut puiser de façon infinie, qui marche toujours avec l'humain. À ça, on peut rajouter aussi d'autres données, comme par exemple l'humain et son cerveau reptilien, qui va contenir les choses les plus importantes pour les humains, c'est-à-dire manger, se reproduire et préserver son territoire. Là aussi, on a trois choses extrêmement importantes. Et là aussi, on a un équilibre et on a une programmation génétique. Donc là, on aborde même la génétique. C'est-à-dire que, par exemple, se reproduire, nous, humains, sommes programmés pour réagir positivement à tout ce qui est mignon, kawaii, et que personne, à part des gens qui se sont construits, mais un petit peu comme le pendant de... la haine étant le pendant de l'amour, donc c'est la même chose, la quasi-totalité des humains est incapable de ne pas craquer devant un petit animal mignon, un bébé, de ne pas trouver que les humains trouvent toujours que les bébés sont magnifiques. Alors franchement, il y en a, ils sont pas beaux, quoi, mais plein. Enfin, objectivement, selon les critères esthétiques, et tout le monde trouve les bébés super beaux, les chatons, etc. Et tout simplement génétiquement, nous les humains ne savons pas nous débrouiller avant longtemps, donc on a besoin d'être auprès du corps de la mère et
du père, de l'entourage proche, mais en tout cas, on a besoin de l'humain qui va nous accompagner, sinon on va crever jusqu'à un âge avancé. Et donc, nous, l'humain, on est programmé génétiquement pour préserver le plus petit que soi. Du coup, ça met encore un éclairage différent sur le pourquoi, sur l'universalité des scénarios et des créatures magiques. Voilà. Après, je ne sais pas combien de temps il me reste, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, je ne sais pas si tu as des commentaires, Gull. Ce que tu disais sur Tolkien, ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on retrouve un petit peu aussi, notamment dans l'Iliade, lorsque tu as parlé des elfes, de la chevelure. Hegel, donc philosophe allemand, a indiqué dans les représentations que la chevelure c'est le végétal. Ouais. La chevelure c'est vraiment la vitalité. Et on retrouve ça dans l'Iliade avec un petit peu. Alors là on est dans la pure spéculation, mais ça m'a fait penser un petit peu aux Troyens, qui sont souvent décrits un petit peu sous leur ornement magnifique, avec une certaine stature, les cheveux un petit peu comme la représentation qu'on pourrait avoir aujourd'hui des elfes, mais il y a vraiment cette idée finalement de la chevelure. Et juste pour Tolkien, une petite chose amusante aussi, on pense que Tolkien s'est un petit peu inspiré de certains mythes grecs ou allégories, en tout cas, par exemple de Platon. Il y a dans la République de Platon un petit mythe, c'est Boucon qui le formule, je crois, c'est l'anneau de Gygès. Alors l'anneau de Gygès, qu'est-ce que c'est? C'est un petit berger, je le dis rapidement, c'est un petit berger qui vit modestement et qui, suite à un tremblement de terre, découvre sous la terre un géant, on trouve des figures, découvre un géant qui a à son doigt un anneau. Il tire l'anneau du doigt du géant, l'anneau va parfaitement à son propre doigt, c'est très étonnant. Et l'anneau, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il le met? Je vous laisse deviner, il devient invisible. Donc on retrouve aussi un petit peu, voilà, juste pour, ça m'a fait penser à ça lorsque tu parlais de Tolkien aussi, ça, entre justement sur cette universalité des récits, des histoires, la question de l'anneau aussi qu'on retrouve un petit peu dans la mythologie gréco-romaine. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de mythologie à proprement parler, en tout cas pour ce passage, on peut parler d'un mythe chez Platon bien sûr, mais on retrouve ça aussi un petit peu, cet anneau qui rend invisible, qui peut peut-être coller un petit peu avec les sources d'inspiration de Tolkien. Bah, à propos de l'anneau, il y a justement l'anneau qui, je crois que c'est les Romains, désolée, je suis un peu fatiguée, qui est là pour protéger le nerf qui va directement au cœur, et parce que si jamais ce nerf est coupé, le cœur s'arrête. C'est le sens aussi de l'anneau de mariage. Donc là, je m'égare dans des infos, dans des terrains que je connais moins bien, mais il me semble que cet anneau-là, en tout cas, est fait pour protéger, parce que si tu l'enlèves, t'es mort, ou si on te coupe le doigt, t'es mort. Il y a cette partie-là. Je vais répondre à une question, où est-ce qu'on trouve, j'ai une demande sur où est-ce qu'on trouve la version Blanche-Neige trash, je crois que ça s'appelle Conte et récits moldaves. C'est donc c'est des éditions plus ou moins universitaires. Je mettrai sur l'IRC, je mettrai les références. Voilà. Et donc, plus que 15 minutes. Ça va, c'est super. C'est super. Donc oui, Tolkien, en fait, il cite réellement trois sources. Ce qui est assez intéressant dans Tolkien, c'est que lui, son truc, c'était que par ce qu'il allait écrire, en fait, rendre service à la religion catholique, pour dire, vous voyez que nous, ils sont beaux, nos héros, etc. Et au final, c'est comme si Tolkien avait créé une religion, mais auquel on ne croyait pas, de nos temps de maintenant, une sorte de religion athée, un petit peu comme dire que l'eau et le feu c'est la même chose,
et en fait, qui fait que notre monde imaginaire porte sur, est extrait complètement de ce que lui a créé à partir de briques dont il savait que ces briques étaient des briques qui étaient universelles. Ça, c'est génial. Mais je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est allé puiser. Il y en a une autre qui a bien bossé sur ce sujet-là en allant chercher des motifs, c'est J.K. Rowling, qui quand même fait dans un monde où les gens ne lisent plus, et a fortiori les gamins, où les gamins se tapent 7 tomes comme ça, des gros tomes de plein de trucs à lire, et en plus, quand le bouquin arrive, il passe des nuits blanches jusqu'à ce qu'il ait fini. J.K. Rowling, elle a parfaitement, elle, travaillé sur, alors tout, je crois. Je ne suis pas du tout une spécialiste d'HP, même si j'ai dévoré d'un coup la nuit aussi. Mais je sais qu'elle a puisé un peu partout, et elle a eu cette démarche aussi de prendre des motifs qui sont des motifs qui fonctionnent, partant de la sorcellerie. Moi, je vais profiter aussi de ce temps-là pour parler aussi de la figure du chaman, qui est quelque chose, qui est une figure qui est assez intéressante, parce que le chaman, c'est celui qui est en lien directement avec les êtres divers et variés. Donc il y a chaman, il y a druide, etc. C'est-à-dire, c'est un être humain qui est capable de se mettre en état de transe pour discuter et obtenir des infos de l'au-delà, du ciel de ceci, ou du ciel par-ci, ou du ciel par-là. Là encore, on est dans l'universalité. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans certaines peuplades, le chaman, c'est le fou. C'est-à-dire que le chaman est détecté assez tôt, et c'est celui qui est complètement fou. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le handicap mental pur, je dirais, c'est plus un psychotique en quelque sorte. C'est quelqu'un qui va prétendre discuter et voilà, qui part en transe, donc éventuellement ça peut être une crise d'épilepsie, qui va se mettre en état de transe et qui va revenir avec un message des dieux. Ce message va généralement correspondre à ces motifs universels. Donc le chaman, c'est le fou. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez frappant. D'assez frappant dans l'histoire de l'humanité, parce que le chaman, c'est aussi celui qui lead le groupe. Donc à partir du moment, qu'est-ce que veut dire, c'est une question que je me pose, qu'est-ce que veut dire un groupe qui est leadé par un mec psychotique? Bon, alors tout à l'heure on parlait par exemple de grandes figures et du roman national, avec des gentils bonhommes dont on parle, par exemple Napoléon. C'est sûr que lui, il paraît que ça fâcherait de dire ça, mais il m'a l'air quand même bien entamé, le type. Et on en a d'autres comme ça, où on parle de Louis XI avec ses tortures spécifiques, on parle de... Et souvent, on met en avant le grand chef d'État, ou le roi, etc. On met en avant sa folie. Et là, on ne parle pas de capacité à discuter avec les dieux. On dit, il est fou. Quelle est la place donc du fou et de sa capacité à ramener des légendes au cœur de chaque société? Voilà, c'est une question que je me pose, auquel j'ai pas réponse. Je vois que les gens qui font des choses, ils disent toujours on était un peu dingue, on dit tout le temps on est complètement dingue. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de psychotiques parmi nous, quoique. Quelques autistes qui ont raté leur vocation peut-être. Je sais pas trop, mais toujours est-il qu'effectivement être fou, c'est aussi être créatif et aussi ramener à la surface des motifs qui sont récurrents et nécessaires a priori, qui semblent nécessaires soit au pouvoir, soit au bien-être.
soit à la surveillance du territoire. Voilà, j'en ai un petit peu fini avec mes questions-réponses. Je ne sais pas si vous en avez. Je suis un poil fatiguée, le sujet est vaste. Et puis après, si ça se trouve, je vais vous dire des trucs qui ne sont pas justes. Donc après, ça serait complètement idiot de... Non, j'ai plus de questions. J'ai juste une question avec une question, donc non. J'ai une question capillotractée. Alors donc la question en fait, est-ce que les cheveux longs pour les hommes soient nettement moins acceptés courant à partir du 19e siècle, sera dû à l'apparition d'un raisonnement scientifique et à l'utilisation de plus en plus poussée de la logique. Attends, j'ai un refresh. La science pour expliquer le monde et donc à la cassure entre les civilisations humaines et le fantastique. Le stéréotype des cheveux longs étant souvent lié à des rêveurs dans notre monde et aux femmes gardant les cheveux longs à cause du stéréotype patriarcal que les femmes sont rêveuses. Alors là, pour le coup, l'explication est assez simple, c'est-à-dire que, en fait, il y a un moment où la société se rigidifie. Donc pour le coup, là, c'est plutôt de la sociologie. C'est l'aspect puritain que notre monde va choper à un moment. Et donc, évidemment, il faut que les hommes correspondent à quelque chose, correspondent à des standards qui vont être bien différenciés des femmes. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, justement, et ça, c'est un autre sujet dont je parlerai un jour aussi, qui a trait avec le formatage, c'est-à-dire que l'homme est un homme, la femme est une femme. C'est là où on va poser la place de la femme en termes les femmes font la vaisselle et les hommes bricolent la bagnole. Et on arrive à cette aberration actuelle qui est les garçons c'est bleu et les filles c'est rose. Donc après là du coup ça va me réveiller parce que c'est un sujet qui m'énerve au plus haut point. Ça va aussi avec le pouvoir et la maîtrise d'une société via la... À partir de ça, il y a un monsieur qui s'appelle Robert Muchamblet qui a travaillé sur plusieurs sujets passionnants. Il a écrit un livre qui s'appelle L'orgasme et l'Occident et qui donc décrit la naissance de ça. Donc c'est la société puritaine qui est encore, dont les standards sont encore pratiqués de nos jours. Donc le rose et le bleu. Et voilà, donc les cheveux longs, non, c'est pas tout à fait glamour, c'est au contraire tout le contraire du glamour. Et le fait de porter les cheveux longs, qui a été ramené à chaque fois par les mouvements rebelles et principalement effectivement dans les années 60-70 par les hippies, qui disent on ne veut pas de ces standards pour les hommes et de ces standards pour les femmes, on veut être autrement. Voilà, je vais voir si une autre question, mais surtout je pense que je vais en terminer là pour descendre à l'étage en dessous. Je vais t'emmener au Sigul et puis on va... je descends avec toi. Voilà, on descend ensemble et puis V6 nous rejoindra après. Elle va nous rejoindre. Voilà, avant tout pour parler de son livre. Voilà, du travail que vous avez fait ensemble. Voilà, bon, moi je remercie The Initial Big Brother de m'avoir remercié pour ça. J'en ai plein de questions existantes.